Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Octogone. On est vraiment dans une situation où le journalisme citoyen doit faire face à la suspension de l'incrédulité, un peu comme dans le cinéma. L'actualité se gorafise tellement. Et là, on a Tulsi Gabbard, donc la patronne du renseignement américain, qui s'était fait un tout petit peu recadrer ou désavouer par Trump il y a quelques semaines, qui vient d'annoncer qu'elle allait poursuivre Barack Obama pour trahison. Alors, elle ne peut pas le poursuivre, elle n'est pas juge techniquement, mais elle a les éléments pour ça. Barack Obama, qui a été longtemps accusé d'être membre de la CIA et d'avoir même commencé sa carrière dans la CIA avec une maman qui aurait été donc un honey trap de la CIA, c'est-à-dire l'équivalent d'une Natacha en Russie. Et le beau-père de Barack Obama, Monsieur Sotero, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la théorie de Barry Soetoro, qui aurait été un des premiers noms d'emprunt de Barack Obama. D'ailleurs, il est un fait que Barack Obama a eu beaucoup de noms d'emprunt et qu'il connaissait très bien l'argot de Jakarta. Ça a été confirmé par plusieurs témoins. Quoi qu'il en soit, donc Barack Obama va être accusé de trahison par Donald Trump, qui s'est mis à poster des trucs sur Truth Social. Il a posté des mèmes avec J.D. Vance. Alors, c'est d'une pierre deux coups, parce que d'une part, ça permet de commencer à faire oublier l'affaire Epstein, où Trump a été dramatiquement décevant. Et d'ailleurs, il a baissé dans les sondages. Ça s'est tout de suite fait ressentir dans sa cote de popularité aux États-Unis. Évidemment que son électorat s'est dit, s'il n'est pas capable de nous sortir les dossiers Epstein, la totalité de ses autres promesses contre le Deep State sont nulles et non avenues. Et donc, sa popularité est au plus bas, en fait, depuis toute son histoire électorale, tout simplement. Et bien là, en sortant qu'il va poursuivre Barack Obama, ça pourrait lui permettre de redorer son blason. Et on a donc décidé, avec Amélie, d'ouvrir là-dessus. Amélie, bonjour. Bonjour Idriss. Et effectivement, on va parler de cette affaire qui est gravissime en fait et que aucun média quasiment n'en a parlé ou alors vraiment en évitant toutes les informations principales. Donc je vous ai composé une dépêche importante qui parle vraiment de ce qu'a dévoilé Tulsi Gabbard. Donc elle a déclassifié le 17 et le 18 juillet une série de documents au sujet du Russia Gate, la théorie selon laquelle la Russie aurait interféré dans les élections de 2016 pour favoriser Donald Trump. Or, ces documents démontrent que plusieurs hauts responsables de l'ancienne administration, dont l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, l'ancien directeur du FBI, James Comey, et l'ancien directeur du renseignement, James Clapper, sous l'ordre du président Barack Obama, se sont organisés pour promouvoir ce faux récit, alors même que les renseignements de l'époque attestaient que la Russie n'avait manifestement pas interféré dans les élections de 2016. Elle a déclaré notamment qu'ils ont fabriqué des résultats à partir de sources douteuses, ils ont supprimé des preuves et des renseignements crédibles qui réfutaient leurs fausses allégations, ils ont désobéi aux standards des services de renseignement et ont conspiré pour subvertir la volonté du peuple américain. En fait, ce que disent ces rapports, enfin en tout cas dans les documents déclassifiés, c'est qu'il y avait eu un premier rapport du renseignement en décembre 2016 qui concluait que, je cite, les acteurs russes et criminels n'ont pas affecté les résultats de la récente élection contre l'infrastructure électorale et que les informations d'avant et après les élections indiquaient que la Russie n'avait ni l'intention ni la capacité de pirater l'élection. Ce rapport, finalement, ce qui était en fait un premier rapport des renseignements, ne sera jamais publié en raison de nouvelles directives semblant en lien avec une réunion secrète qui s'était tenue à la Maison-Blanche en présence des principaux responsables du Conseil de la sécurité nationale. Et c'est à la suite de cette réunion qu'une nouvelle évaluation préparée, je cite, à la demande du président Obama, qui viendra affirmer fallacieusement que les renseignements auraient certifié, soi-disant, avec un haut niveau de confiance, que la Russie avait piraté les élections pour permettre la victoire de Donald Trump. Or, les documents déclassifiés montrent que cette évaluation s'était en fait essentiellement appuyée sur le dossier Steele, que les responsables du renseignement considéraient déjà comme invraisemblable, voire ridicule. L'ancien directeur de la CIA avait pourtant affirmé devant le Sénat que le dossier Steele n'avait jamais été utilisé, ce qui était un mensonge. Or, des emails montrent que de hauts responsables de la CIA contestaient déjà l'évaluation, déclarant, je cite, « Nous ne disposons d'aucune information directe indiquant que Poutine souhaitait voir Trump élu ». Pire encore, une enquête déclassifiée révèle que des renseignements indiquaient que Vladimir Poutine se serait retenu, je cite, de divulguer des documents compromettants sur Hillary Clinton, prévoyant plutôt de les faire fuiter après l'élection pour affaiblir éventuellement une présidence Clinton que les Russes jugeaient inévitable.
Ces documents comprenaient des emails du DNC témoignant de, je cite, problèmes psycho-émotionnels d'Hillary Clinton, que la candidate avait des accès de colère incontrôlés, une obsession pour le pouvoir et suivrait un régime à base de tranquillisants puissants. La Russie disposerait également d'informations selon lesquelles les responsables du département d'État de l'époque auraient promis à des organisations religieuses des subventions significatives en échange de leur soutien à Hillary Clinton, ce qui est concrètement de la corruption. Toutes ces informations ont été volontairement écartées par le groupe de hauts responsables sous l'administration d'Obama dans le but de fabriquer artificiellement ce récit du Russian Hoax. Tulsi Gabbard a affirmé que l'ensemble de ces preuves ont été remis au département de la justice en vue d'une éventuelle procédure pénale visant les responsables impliqués dans ce complot de trahison, y compris l'ancien président Obama. Elle a également déclaré qu'ils ont travaillé avec leurs partenaires médiatiques pour promouvoir ce mensonge, pour saper la légitimité du président Trump et lancer ce qui serait un coup d'État sur plusieurs années contre lui et son administration. Alors Idriss, qu'est-ce que tu penses justement de ces révélations? Et selon toi, est-ce que c'est une manière pour contourner l'affaire Epstein, ou est-ce que Tulsi Gabbard finalement eh bien, elle révèle un vrai scandale finalement contre la politique américaine? Bah, c'est un vrai scandale. D'ailleurs, j'affiche rapidement le cas de Comey, hein, donc Comey qui avait posté sur Instagram 8647. Alors face au tollé, il avait dû s'excuser. Il avait dit: «Oui, j'ai posté des coquillages, je savais pas du tout, comme ça, oui, je me suis mis à faire 8647 comme ça», hein, c'est l'ancien patron du FBI, hein. «Je n'avais aucune idée que c'était lié à la violence», donc 86, c'est un code policier pour dire dégager ou tuer, et 47, 47e président. Donc oui, le gars poste ça sur Insta, il avait aucune idée. D'ailleurs, il a pas dit ce que ça voulait dire. Il a pas dit: «Ah non, mais c'était pas ça que», parce qu'on poste pas 86-47 au hasard. Donc, au minimum, il aurait dû sortir une excuse plausible en disant: «Non, mais moi, je voulais dire ça». Mais là, il a juste dit: «Je savais pas que 86-47 était lié à la violence», mais il a pas dit pourquoi il a fait ça. Pourquoi donc, quand même, le patron du FBI, l'équivalent donc de la DGSI, en France, s'amuse à poster ça sur Instagram sans expliquer le sens. Que, encore une fois, tout le monde avait compris, hein, tuer le 47e président, à savoir Donald Trump. Donc, bon, on sait qu'il y a aussi l'affaire du Clinton Body Count. Alors le Clinton Body Count, évidemment, Wikipédia s'empresse de dire que c'est une théorie du complot. Enfin, n'empêche que statistiquement, le nombre de morts qu'il y a autour des Clinton, il est complètement hors moyenne. On n'a jamais vu ça. Le nombre de gens qui se sont suicidés, dans l'entourage des Clinton, c'est quelque chose qui est une aberration statistique. Et on est vraiment sur du, parce que si on veut s'amuser à faire des aberrations statistiques aussi, on peut aussi, citer la lettre de Schwarzenegger, que je vais citer aussi. Quand il était donc, président, enfin quand il était gouverneur de Californie, pardon, donc je vais l'afficher là maintenant, où là on s'était amusé, hein, les gens s'étaient amusés à faire un calcul de l'aberration statistique que représentait cette lettre, qui, adressée à l'Assemblée de l'État de Californie, avait, le hasard, hein, déplé la phrase «fuck you». Donc, comme l'Assemblée de Californie s'était opposée à des textes de loi qui proposaient à des réformes, et cetera, et ben, il a fait donc un paragraphe qui éplait «I fuck you sincerely». Bon, bah, évidemment, la Californie étant un État d'universitaires, les universitaires s'étaient amusés à calculer la probabilité que fuck you arrive par hasard. Elle était extrêmement faible. Pour vous donner des idées de probabilité, hein, je rappelle qu'un simple jeu de cartes de 52 cartes mélangées n'a pas la moindre chance d'être reproduit 2 fois. Quand vous mélangez un jeu de cartes, ce mélange n'est arrivé qu'une fois dans toute l'histoire de l'humanité, pas de votre vie, depuis que l'humain a des jeux de cartes. Factoriel de 52, c'est beaucoup plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc, pour faire des stats, il est clair que le nombre de morts autour de Hillary Clinton n'est pas du tout régulier. Donc forcément, d'ailleurs, dans n'importe quelle autre situation, si ça n'avait pas été les Clinton, ils auraient été sous enquête, évidemment. Enfin, je rappelle que Juan Branco, on le menace de le radier du barreau pour une enveloppe noire. Donc, parmi les preuves qu'on met en disant qu'il fait des menaces, il y a l'utilisation d'une enveloppe noire. Bon, là, on est 4 crans au-dessus. Je veux dire, entre Comey qui poste 86-47, si Branco avait fait ça, par exemple, avait fait un équivalent, il était sous enquête directe en France. Donc, aux États-Unis, il y a bien une conspiration de l'État profond
Il y a bien eu une conspiration de l'État profond pour empêcher Trump d'arriver au pouvoir. Et on a d'autres anomalies, comme le fameux chef de Barack Obama qui est mort dans un verre d'eau. Il savait très bien nager et il n'y a pas eu d'enquête. Bon, voilà, il y a juste les Obama qui se sont, qui ont dit: «Ah bah, c'est bien l'eau, il est mort». Voilà, bon. Mais voilà, donc ça a été, d'ailleurs, je pense que personne n'était au courant, hein, au passage, hein. Le Guardian en a fait, un article en disant, bien entendu, comme tout média mainstream, que c'était, une noyade accidentelle. Donc Tafari Campbell, 45 ans, qui a été retrouvé noyé, dans très peu d'eau alors qu'il savait nager. Bon, et alors accessoirement, il parlait de faire un livre sur les Obama et cetera. Donc voilà Tafari Campbell. Bon, bah, il est mort, c'est des choses qui arrivent et évidemment rien à voir avec le fait qu'il savait des choses sur le couple Obama. Donc ça commence à faire beaucoup tout ça, de toute évidence. Et oui, clairement, Obama n'est pas celui qu'on croit. Ça, tout un tas de gens l'avaient analysé. D'abord, il y a le sujet de son lieu réel de naissance, son frère biologique lui-même, hein. C'est pas, voilà, les médias comme d'hab nous enterrent ça en disant: «Mais pas du tout, c'est une théorie complotiste», hein. Le problème, c'est que là, tout ce qu'ils ont traité de complotiste depuis 10 ans, c'est réalisé. Maintenant, dès que c'est considéré comme complotiste, on doit se dire: «Bon, bah, on doit investiguer en toute logique», hein, comme le Nord Stream, comme les biolabs en Ukraine, comme à peu près tout. Et donc, cette histoire de son lieu de naissance, c'est son frère biologique qui l'a remis sur la table. Donc, Malik Obama, qui a dit: «Écoutez, non, non, Barack Obama, il est bien né au Kenya». Et d'ailleurs, il était listé dans différents documents à Harvard comme étant né au Kenya, à l'époque. Alors, on sait que la CIA propulse des candidats. Ça, c'est pas nouveau. C'est arrivé à plusieurs reprises. En général, la voie royale pour être propulsé candidat par la CIA, c'est le Sénat, parce qu'un sénateur est beaucoup plus puissant qu'un représentant aux États-Unis. C'est d'ailleurs la voie royale de Ted Cruz, il n'y a pas de hasard. Et Barack Obama, bon, ses liens avec la CIA sont connus de beaucoup de journalistes d'investigation, dont Mike Pence, au passage. Donc c'est pas complètement anodin que là, on a une tribune dont on sait qu'elle est bidon, on sait qu'il y avait X membres de la communauté du renseignement US qui avaient décrit cette ingérence russe et que c'était faux. Et c'est pas nouveau puisque balancer des fausses informations via la sphère du renseignement, bah, c'est au moins aussi vieux que la guerre en Irak, mais en fait plus vieux que ça, même au niveau du Vietnam, même en fait à l'époque de l'assassinat de Kennedy, tout simplement. On avait des membres de la communauté des renseignements qui avaient affirmé des trucs qui étaient faux, qui avaient falsifié des documents, etc. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que le terme complotiste va commencer à être utilisé pour attaquer, pour diffamer toutes les personnes qui douteraient du rapport de la commission Warren, dont on sait qu'il est bidon. Enfin, s'il y a bien une version de l'assassinat de Kennedy qui est fausse, c'est celle de la commission Warren. Où d'ailleurs a siégé Allen Dulles, qui était littéralement le premier suspect de l'assassinat de Kennedy, puisque c'était le patron de la CIA et que Kennedy voulait dissoudre la CIA. Donc, oui, c'est pas du tout faux ce que Tulsi Gabbard balance. Maintenant, le fait qu'elle le balance maintenant, c'est clairement sur ordre de Trump, parce qu'il faut faire oublier l'affaire Epstein. Sur l'affaire Epstein, encore une fois, il a été ultra décevant et même criminel en un sens, hein, parce que pour vous et moi, couvrir un réseau pédocriminel, c'est être criminel, hein. C'est aussi simple que ça. Dans n'importe quelle démocratie, dans n'importe quel pays où règne l'état de droit, il y en a beaucoup moins qu'on le pense, à commencer par la République française, où j'ai vu dernièrement que le ministère de la Justice affirmait solennellement que les juges étaient indépendants en France. LOL. Et les parquets aussi, encore plus LOL. Mais bon, normalement, couvrir un réseau pédocriminel, c'est criminel. C'est interdit comme chose. Donc, bah là, il le fait. Il l'a fait. Donc, oui, ce serait criminel pour n'importe qui d'autre. Et là, bah, sortir les dossiers Obama, Tulsi Gabbard et Hillary Clinton, c'est une façon de se venger de ses ennemis. Et ça faisait longtemps. Alors, d'ailleurs, il faut rappeler que au début, dans son premier mandat, Trump avait refusé de poursuivre Hillary Clinton. Parce qu'il avait dit, voilà, les conséquences pour l'état de droit, les conséquences pour la confiance en la politique seraient trop grandes. Donc il avait refusé. Mais face à ce qui lui a été fait, puisque je rappelle qu'il y a eu quand même 2 tentatives d'assassinat contre lui minimum, 2 fois avec des membres liés à BlackRock ou à l'Ukraine. D'ailleurs, le deuxième gars qui a tenté de l'assassiner était un NAFO typique, un North Atlantic Fellow Organization, et son fils vient de tomber pour 7 ans pour détention d'images pédopornographiques. Donc le fils du deuxième gars qui a tenté de tuer Trump. En sachant bien sûr que pour le premier type qui a tenté de tuer Trump, on a
0 résultat de l'enquête. C'était il y a 6 mois, 7 mois, donc c'était il y a même pas 1 an, à une période où Macron remémore les Jeux olympiques avec la nostalgie qui le caractérise. Et ben là, on a eu quelque chose d'infiniment plus grave, à savoir une tentative d'assassinat quasiment réussie à 1 millimètre près, sur un président des États-Unis, un ex-président des États-Unis et un candidat, et on sait rien. Donc l'État profond a bien voulu buter Trump de toutes les façons possibles et Trump se venge, mais il en profite aussi pour enterrer le fait qu'il va jamais livrer l'affaire Epstein. Mmh. Effectivement, mais ce qui était intéressant, c'était aussi de parler des documents, ce qu'ils disaient les documents, notamment sur, Et le allons-y, oui. fait que, la Russie, n'avait eu aucune intention, enfin en tout cas n'avait pas piraté les élections et ça a Mmh. été totalement censuré alors que les renseignements disaient exactement ça et puis surtout quand tu regardes les médias, ce que disent les médias, il y a aucune information sur le fait que, sur ce que révèlent ces documents et c'est ça qui est assez gravissime, quoi. Mmh, 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 mmh. Sachant qu'en fait, Tulsi Gabbard, juste pour terminer là-dessus, elle a dénoncé les médias en montrant justement que, à l'époque, tous les médias avaient, participé au Russian Hoax. Ils avaient, balancé ces informations alors qu'elles étaient pas vérifiées, et que maintenant, en fait, ils ont sûrement honte, enfin, quand il y a eu les documents déclassifiés, ils n'en parlent surtout pas, Mmh. parlant juste d'une revanche de Tulsi Gabbard, quoi, ce qui est assez ironique, quoi. Oui, oui, c'est toujours une façon de faire du damage control en disant que Trump Mmh. est un giga complotiste, qui s'est inventé des ennemis et des trucs alors que bon, là aussi c'était une théorie du complot par exemple que le FBI était intervenu dans les événements du 6 janvier. Bon bah, sauf que c'était le cas et d'ailleurs c'était Comey, hein, je crois bien déjà à l'époque, qui était patron du FBI. Le FBI étant, on le sait, un État dans l'État depuis le début, à une période, le FBI était tout puissant quasiment et puis la CIA, une des premières choses que la CIA a faites, c'était de mettre le FBI au pas. Parce qu'il peut y en avoir qu'un. Donc la CIA très rapidement, par le contrôle des sénateurs et par, à l'époque, bien sûr, le contrôle des informations sur la vie sexuelle, très compliquée de Edgar Hoover, avait réussi à mettre le FBI au pas. Donc le FBI ne peut absolument rien faire contre la CIA. Dès que la CIA est impliquée, il n'y a pas la moindre chance que le FBI balance le dossier, que ce soit sur Iran-Contras, que ce soit sur Timber Sycamore, que ce soit bien sûr sur l'affaire Epstein, parce qu'après tout, l'affaire Epstein, c'est le FBI que ça implique. Et bon, on voit bien que dès que les services de renseignement, la CIA et le Mossad d'ailleurs sont impliqués, le FBI ne fera rien. Mais le FBI n'obéit pas à certains membres de l'État, à commencer par Trump. Il y avait tout un tas de situations où Trump donnait des ordres au FBI et même d'ailleurs plus récemment, enfin je veux dire Kash Patel qui est censé être le patron du FBI, bon du jour au lendemain il a dit que le dossier Epstein n'existait pas et qu'Epstein s'était suicidé. Donc on voit bien que ces mecs-là sont des guignols et qu'exactement comme Poutine le décrivait, il y a des hommes en noir, des types en costard qui survivent au président, qui survivent aux administrations, qui sont profondément enquistés dans l'appareil d'État américain. Et on peut nommer qui on veut à la tête d'une administration. Ces types-là sont capables d'entrer en opposition frontale avec les directives des gens élus. Mmh. Tout à fait, effectivement. Alors, on reste aux États-Unis parce qu'il y a une autre actu, dont j'ai voulu parler. C'est le fait qu'un comité judiciaire américain estime en tout cas, accuse le DSA de l'Union européenne de représenter une grave menace de censure étrangère. Mmh. C'est un rapport qui a été publié le 25 juillet, donc c'est le comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. Et selon ce rapport, la législation européenne pousserait les plateformes américaines à censurer des discours politiques légitimes sous peine de lourdes sanctions. On rappelle que le DSA prévoit des peines allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires pour les plateformes numériques. Or, cette censure menacerait la liberté d'expression garantie par le premier amendement américain, dans la mesure où le DSA pousserait les plateformes à modifier leur politique de modération, souvent conçue sous une forme unique pour l'ensemble des utilisateurs à l'échelle mondiale. Mmh mh. Ce rapport dénonce une définition trop large du discours de haine, de la désinformation, utilisée pour supprimer des contenus pourtant légaux. Il pense qu'en fait, ça vise essentiellement des critiques conservatrices ou antiglobalistes.
Parmi les exemples cités dans ce rapport, tu as une vidéo mentionnant que les voitures électriques ne sont ni écologiques ni économiques, Ah non, mais qui a voilà. reçu qui a reçu une demande de suppression par le régulateur polonais. On a Mmh. aussi un tweet appelant à la déportation de criminels d'origine syrienne censurés à la demande de l'administration allemande, ou encore un tweet ironique d'un utilisateur américain reliant l'attentat d'Annecy à la politique française d'immigration, lequel tweet a reçu un signalement de la préfecture de police. Le comité souligne que les signaleurs de confiance, dont les signalements doivent être traités en priorité par les plateformes, sont, je cite, la plupart du temps financés par les pouvoirs publics, ce qui signifie qu'ils sont incités à censurer les discours critiques envers les politiciens ou les gouvernements en place. Les auteurs ajoutent en outre que le DSA incite les plateformes à collaborer avec, encore une fois, je cite, des pseudo-scientifiques et des groupes de réflexion pro-censure. On a Mmh. notamment l'évocation de réunions à huis clos où il y aurait des ONG comme l'Institute for Strategic Dialogue, l'Atlantic Council ou des groupes de fact-checkers qui ont fait la politique enfin en tout cas les codes de bonne conduite pour l'application du DSA. Cette enquête, elle fait suite à une controverse en août 2024 lorsque Thierry Breton avait menacé X, hein, souviens-toi, d'appliquer le DSA, de représailles dans le cadre du DSA après la diffusion d'une interview de Donald Trump. Ce comité en fait judiciaire de la Chambre des représentants avait contredit Thierry Breton et il avait demandé d'arrêter ces allégations qui constituaient en fait une grave ingérence. Et ce rapport, il est aussi en réponse à l'enquête pénale qui a été ouverte contre X par le parquet de Paris, dont on a appris qu'elle s'appuyait sur des experts absolument pas neutres, parmi lesquels David Chavalarias. Alors, est-ce que tu souhaiterais commenter un petit peu toute cette affaire? Ouais, c'est tordant. On a David Chavalarias, donc l'énorme échec d'Hello Kitty. Alors, on se rappelle que c'était le deuxième, hein, puisqu'avant, il y avait eu le No Twitter Day, Ouais. qui avait complètement foiré aussi, tout en utilisant de l'argent du contribuable, bien entendu. Donc après le No Twitter Day, il y a eu Hello Kitty, qui a été une dinguerie légale avec des plaintes en cours, un truc complètement dingue avec le logo du CNRS utilisé indûment, des moyens publics. David Chavalarias qui arrivait en disant que c'était en sous-entendant sur X que c'était un service public ce qu'il était en train de faire, puisqu'il avait carrément été jusqu'à sous-entendre que toute critique d'Hello Kitty c'était un outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Bon, Régis de Castelnau l'avait un poil recadré parce que là on était dans le délire. Bon, c'était en termes de copyright. Alors après, c'est devenu Escapix qui là aussi, il s'était pas amusé à déposer la marque. Enfin bon. Et puis bon, tout simplement, il y avait plein d'illégalités dans tout ça, mais même sur le plan moral, les types faisaient la promotion de Mastodon et de Blue Sky, qui sont juste les deux réseaux les plus abondants en images pédopornographiques. Donc ça dérangeait pas David Chavalarias. Il faisait la promotion tranquillement des deux réseaux qui contiennent le plus d'images pédocriminelles sur Terre. Ok. Et tout en appelant Twitter toxique. Voilà, donc critiquer les voitures électriques ou faire une interview de Trump, c'est toxique. S'échanger des images pédocriminelles, c'est pas toxique. Pas toxique, c'est bien, il faut aller sur Mastodon, il faut aller sur Blue Sky. Et ils remettent ça. Et comme tu l'avais prédit, hein, il y aura un nouveau fonds Marianne, hein, comme ça s'appellera pas le fonds Marianne, mais ça va fonctionner comme le fonds Marianne. Toujours les mêmes usual suspects, parce que de toute façon, ces types-là sont dans l'impunité la plus totale. Dans le scandale du fonds Marianne, Rudi Reichstadt n'a pas été inquiété une seule seconde. Hein. C'est Sifawi qui a servi de fusible. Hein. Le gros Sifawi, il était là pour ça. Il savait très bien qu'il était là pour ça. Il avait la gueule de l'emploi. Et donc, il est allé servir de fusible pendant que les vrais importants, comme Reichstadt, n'étaient pas inquiétés pour pouvoir recommencer leur terrorisme intellectuel de façon systématique, le ciblage. Et Breton, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Une interview de Donald Trump, ancien président des États-Unis, candidat, c'est signalé. Non mais voilà, enfin, Alors c'était à l'époque où il était candidat. En fait, c'était Thierry Breton. Oui, Alors, l'ancien président est candidat. oui, c'est ça. Il n'y a rien à censurer. Et de toute façon, on a vu la même chose de la part des Britanniques qui prétendaient poursuivre des citoyens américains qui pratiquaient simplement leur premier amendement. Bon là, les Musk et les États-Unis en général ont disjoncté. Ils ont dit, mais attendez, on n'a pas déclaré notre indépendance en 1976 pour que la couronne britannique nous dise quoi penser et quoi dire sur X. Donc le premier amendement, c'est sacré. D'ailleurs,
C'est littéralement ce qu'invoque Candace Owen aujourd'hui dans le procès que lui attenterait le couple Macron. Et on se demande de qui va payer leurs avocats. Il y a tout un tas de zones d'ombre là-dessus. J'espère que c'est pas le budget de l'Élysée. Enfin, j'espère, je suis ironique. C'est bien sûr le budget de l'Élysée qui va payer ses avocats, qui seront bien sûr les meilleurs et bien sûr très chers et bien sûr facturés à l'heure. Ça coûte rien. C'est l'État qui paye, comme disait Hollande. Mais bon, voilà, ce système de terrorisme intellectuel, on voit que le DSA, c'est super important pour eux. Qu'ils vont tout faire pour le pousser au maximum. Là, on parle de vérification de l'identité en ligne, on parle de l'interdiction des VPN. Enfin, moi, je me rappelle, fin des années 2000, début des années 2010, toutes les écoles de commerce se vantaient de dire: mais regardez, la méchante Chine a interdit Twitter, la méchante Chine interdit Google, la méchante Chine interdit ceci, interdit cela. Pas de ça chez nous. Nous sommes. Enfin, c'était même devenu un leitmotiv. Toutes les écoles de commerce, la leçon inaugurale, c'était ça. Ou la leçon de la rentrée, le discours de la rentrée, c'était voilà, nous sommes l'Occident collectif, l'État de droit. On va vous enseigner l'étude de cas de la Harvard Business Review ou des Harvard Case Studies de pourquoi les méchants chinois censurent Google et censurent X. Et puis bon, 20 ans plus tard, moins de 20 ans plus tard, l'Europe fait tout comme la Chine fois 2, fois 3, et va donc interdire les VPN, veut interdire X, et l'a tenté à plusieurs reprises. C'est juste qu'il continue. Encore une fois, comme ils sont jamais inculpés, comme Thierry Breton passe entre les gouttes, lui, tant qu'il gagne, il joue. Donc, il continue. Et bon, je sais que pour les États-Unis, ils pourront pas aller jusqu'au bout, parce que jamais les Américains se laisseront dicter leur conduite par l'Union européenne. C'est mort. Mais par contre, les membres de l'Union européenne, les habitants de l'Union européenne, eux, ils vont douiller. Mmh. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'écologie, parce que j'ai cité un exemple, on a quand même alors cette vidéo n'a pas été censurée, mais c'est pour dire que voilà où menait le DSA, c'est potentiellement de censurer des vidéos qui disent tout simplement que les voitures électriques ne sont ni écologiques ni économiques. Il y a eu cette nouvelle que en fait le Klaus Schwab, le fameux fondateur du World Economic Forum, aurait, je cite, truqué des recherches pour discréditer le Brexit. En fait, on apprend qu'une enquête interne du World Economic Forum met en cause Klaus Schwab pour avoir manipulé le rapport annuel sur la compétitivité mondiale qui avait été publié en 2017-2018, afin de présenter le Royaume-Uni comme moins performant après le Brexit. Le rapport initial plaçait le Royaume-Uni à la 4e place suite à un changement méthodologique, mais la publication officielle l'a relégué à la 8e position. Schwab aurait ordonné de ne pas reconnaître d'amélioration, craignant que cela serve le camp du Brexit. L'enquête qui a été conduite par un cabinet suisse révèle aussi que Schwab aurait protégé le classement de l'Inde pour encourager la participation du Premier ministre Modi au sommet de Davos. Les accusations vont au-delà des données. Il est reproché à Klaus Schwab des dépenses douteuses, plus de 800 000 francs suisses soumises avec son épouse, des comportements inappropriés envers des collaborateurs plus jeunes, etc. Le fondateur du World Economic Forum avait démissionné en avril 2025 après une série d'allégations déjà importantes. Il nie toute manipulation, accusant le conseil d'administration de divulguer des informations confidentielles avant la fin de l'enquête prévue en août. Alors, est-ce que tu as un commentaire aussi là-dessus? Oui, on voit que l'information est complètement, comme disent les Américains, tempered, quoi. Et il y a mal donne, il y a des choses qui vont pas. Normalement, il y a des scellés quand on livre quelque chose ou quand on veut garantir l'intégrité de quelque chose. L'intégrité de l'information n'est pas garantie. Enfin, les gens se font des opinions basées sur des rapports. Là, dernièrement, on a aussi eu cette nouvelle que le GIEC avait truqué des chiffres. Voilà. Le GIEC, prix Nobel. On a tous nos vaillants combattants de l'intégrité là qui étaient si prompts à attaquer Raoult dans tous les sens, alors qu'on voit maintenant que Puppepeer était une gigantesque arnaque. C'est quelque chose qui était inévitable, mais bon, maintenant que les médias n'en ont plus besoin, ils peuvent se permettre de laisser ça tomber. Mais on voit le trucage de données à tous les étages. Et de toute façon, ceux qui prennent le temps de faire des archives, alors justement, c'est souvent sur X qu'on les trouve, on le voit quand on fait des recherches. Si on va sur Google, on va plutôt trouver de l'AFP factuel ou des machins comme ça qui vont nous détourner de la vérité, comme d'habitude. Les mêmes genres qui disaient que Biden était un cador, typiquement. Et bon,
si on cherche, par exemple, le track record des prédictions écologiques. Heu, les gens qui disaient dans les années début 90 que les Maldives seraient complètement englouties d'ici 2010, ou tout un tas d'autres trucs de fous. Je les ai même pas toutes en tête, mais on a eu des prédictions qui étaient complètement délirantes et qui ont résulté en plus de taxes, plus de pression, des changements des programmes scolaires, surtout ça, hein, et justement le fait qu'ils deviennent interdits de remettre en question certains points de vue au prétexte d'être traités de climato-sceptiques, qui est une des nombreuses formes de terrorisme intellectuel. Et ensuite, ils font tout pour que ces épithètes climato-sceptiques, complotistes, pro-russes, etc., puissent même être opposables devant un tribunal, hein. Je veux dire, on a des parents qui peuvent perdre la garde de leurs enfants parce que le terme climato-sceptique leur sera opposé devant un juge aux affaires familiales, hein. Donc, et ça pèsera dans le dossier. Mmh. Et là, maintenant, avec le DSA, on voit qu'on peut supprimer. Si on dit ça, c'est climato-sceptique, eh ben, l'Union européenne dirait voilà, le climato-scepticisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et c'est comme ça qu'on Bah, peut c'est ce que fonctionner, et hein. d'ailleurs tu as David Chavellarias, il participe à ça, hein, Mmh. il est en train de promouvoir cette idée, clairement. Que le climato-scepticisme est un délit qui fait des morts. De toute façon, c'était la même chose avec le scepticisme concernant les inoculats Pfizer. Mmh. C'était, ils voulaient en faire un délit. Alors ils en faisaient un délit au minimum moral. C'était: «Regardez, vous avez tué votre mamie, vous avez tué des gens». Dès qu'une infirmière avait fait bien sûr des faux passes, alors là, c'était 7 ans de prison requis par le parquet, hein, contre les fameux, 6 mois avec sursis, du juge Bailly, qui proposait de violer sa fille sur des sites libertins avec la complicité de sa femme magistrate elle aussi. Voilà, entre gens de bonne compagnie, on sait vivre. Mais là, le but, c'est ça, c'est qu'en effet, ça commence par être un délit sur les réseaux. C'est ce que voulait le Forum économique mondial au passage. Le Royaume-Uni l'a fait, puisqu'on a bien des Britanniques qui se sont retrouvés condamnés pour des opinions, notamment sur la politique migratoire, britannique, et des opinions sur les fameux grooming gangs, qui étaient, bah, il faut bien le dire, hein, moi je suis musulman, j'ai aucun problème à dire que oui, il y a des gangs de musulmans qui étaient de sacrés fils de pute, qu'ils soient musulmans ou pas, qui prostituaient des jeunes filles. Bon, voilà, et à très grande échelle, et qui les violaient, Mmh. et qui, c'est là que c'est le plus grave, et qui bénéficiaient d'une bienveillance avérée des pouvoirs publics. C'est ça qui est le plus grave du grave. Et ben, les gens qui disaient ça sur les réseaux britanniques, avec une adresse IP britannique, parce que maintenant les VPN vont être interdits, et certains ont fait de la prison. Et en effet, on est en train de glisser là-dedans. Donc, d'un côté, on voit ce blanchiment de fausses informations permanent, qui a été rappelé par Frédéric Egui, je le salue, hein, qui est qu'on crée un tapis de fausses infos. Ensuite, on en débunk 2-3, mais c'est tellement passé dans l'esprit du temps, dans le zeitgeist, que de toute façon, toute pensée déviante sera punie parce que les gens auront intégré ça. Donc, on va pas leur montrer, parce que personne ne fera le travail, sauf nous, on ne sera pas indexé sur Google, et on peut, à la limite, quand on a le temps, le faire sur e-checking ou sur X. Mais indexer la liste, par exemple, de toutes les conneries, les prédictions apocalyptiques écologiques qui ont été fausses, et jusqu'au, encore une fois, au plus grave coupable de cela, comme Rajendra Pachauri, du GIEC, qui a eu encore une fois le prix Nobel, hein, prix Nobel de la paix, si je ne me gourre pas. Et ben, comme personne ne fait ce travail, les gens, on peut continuer à leur mentir indéfiniment. C'est exactement en fait comme avec la CIA, pour ça qu'on voit les mêmes acteurs comme l'Institut for Strategic Dialogue, puisque c'est les mêmes méthodes. La CIA, par exemple, tous les 10 ans, elle admet que ce qu'elle a déclaré complotiste était vrai. Les biolabs en Ukraine, bon là, le Nord Stream, c'est pas encore admis, mais d'autres trucs. Je veux dire, l'opération Midnight Climax, MK Ultra, bien entendu, opération Mockingbird, les armes de destruction massive en Irak. Enfin, tous les 10 ans, la CIA, elle admet: oui, oui, on vous a menti. On vous a menti, puisqu'on vous a traité de complotiste quand vous disiez qu'on vous mentait. Voilà. Et ben, ils continuent. La partition, le playbook fonctionne toujours. Ils peuvent continuer à traiter les gens de complotistes parce qu'il y a personne qui fait ce travail d'archivage. Je veux dire, mais ça fait 70 ans que la CIA vous ment. Ça fait 70 ans que la CIA vous a dit que vous étiez complotiste quand vous osiez simplement poser des questions cartésiennes, simples, sur un doute raisonnable. Et on voit donc la même chose sur le climat, sur les politiques économiques, sur le Brexit, bien sûr, hein, parce qu'être eurosceptique, c'est aussi important que d'être climato-sceptique. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus, sur le fait que l'euroscepticisme peut devenir un délit. On est à 2 doigts de ce que l'euroscepticisme devienne un délit, puisque on a des paquets de lois, rien qu'en France, où la critique de la République sera pénalement réprimée.
c'est gravissime, hein, genre les royalistes pourront plus s'exprimer ou les anarchistes ou ce qu'on veut, enfin des gens qui disent: «Bah, non, non, la République, c'est une oligarchie». D'ailleurs, les Grecs le disaient déjà, toutes les républiques finissent par devenir oligarchiques. Bon, on n'a pas et les Romains aussi, toute l'histoire de Rome, c'est ça, hein, c'est que la République est devenue oligarchique et ça a donné lieu à des dictateurs comme Sulla et comme César. Donc bon, bah, ces simples réflexions-là, transposées sur la République française, qui est très loin d'être parfaite, enfin ça saute aux yeux, vont être pénalement répréhensibles. Donc on voit que tous ces scepticismes sont aujourd'hui ciblés pour être punis par la loi. Mmh. Tout à fait et comme tu l'as mentionné, hein, je rajoute juste que au le Royaume-Uni, ils viennent d'appliquer, leur fameuse loi qui est l'Online Safety Act, hein, qui fait beaucoup Mmh. parler de lui. Qui était soi-disant une loi, pour, protéger les plateformes numériques, qui est en fait, une loi qui vise à lutter contre les contenus illégaux, qui avait ajouté, comme contenus illégaux les fausses informations susceptibles de causer un préjudice psychologique, hein, je cite. Et c'est une loi qui prépare aussi, des lourdes amendes, hein, jusqu'à 10 du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises qui ne censureraient pas assez. C'est une loi qui prévoit aussi des vérifications d'âge obligatoires pour l'accès à des contenus, via des moyens hautement intrusifs, hein, tels que le scan facial, les données bancaires ou des documents, d'identité. Et en fait, cette loi, actuellement, elle fait, l'objet de beaucoup de critiques des plateformes et tu as même Wikipédia qui a refusé d'appliquer cette loi, parce qu'il refuse de contraindre ses contributeurs à dévoiler, l'identité auprès du régulateur britannique. Tu as des pétitions en ligne, les VPN ont explosé, hein, depuis. On a eu une Ouais. annonce de ProtonVPN, qui a dit que les augmentations de VPN ont augmenté de 3000. Et qui devrait d'ailleurs Heu, quitter la Suisse, parce que même aujourd'hui, la Suisse, avec ses velléités de rentrer dans l'Union européenne, est en train d'effrayer ProtonVPN, qui pourtant était très fier d'être en Suisse, idéalement. Donc j'ai juste affiché cette image, cette mmh, caricature qu'on connaît, qui est célèbre, hein. Donc, l'oncle Sam qui arrive avec, donc là, c'est US government, hein. L'oncle Sam qui veut acheter un paquet contrôle de la parole sur internet et les médias corporate qui lui disent, «Comment voulez-vous qu'on vous l'emballe? Antiterrorisme ou protection contre la pédophilie». ouais. Et c'est là que c'est fascinant, c'est qu'à la même époque où on voit que rien ne peut sortir sur Epstein et que David Chavalarias fait la promotion, de Blue Sky et de Mastodon qui sont les plus gros viviers de pédophiles au monde, eux, ça les gêne pas. Donc on voit bien qu'ils utilisent la protection de l'enfance, d'ailleurs comme ils l'ont fait dernièrement avec, l'interview des influenceurs, l'audition des influenceurs au Parlement français où ça a été ridicule. Enfin, les influenceurs ont bolossé nos parlementaires, alors qu'aux États-Unis, quand même, quand ils vous ramènent Mark Zuckerberg, donc c'est pas l'influenceur lambda, et ils le mettent en PLS. On a Ted Cruz qui le met, bon, Ted Cruz qui est un vrai salaud, hein, mais qui met Zuckerberg en PLS. Nous, on a été minables, mais ils faisaient ça au nom, soi-disant, de la lutte contre la pédophilie. Donc, on voit ce double discours dégueulasse d'un côté dire: «Ouais, on lutte contre la pédophilie», de l'autre, bon, bah, déjà les magistrats pédophiles, sont en liberté ou on leur fait une petite tape sur les doigts. L'affaire Epstein était considérée comme complotiste alors qu'elle était tout à fait authentique. Sound of Freedom, qui est basé sur des faits réels, a été matraqué avec des accusations de complotisme dignes du meilleur terrorisme intellectuel, toujours avec les mêmes, hein, Mendes France, Reichstadt. Et donc, voilà, c'est le vrai pédophile, la vraie pédophilie n'est pas du tout, poursuivie, sauf dans de rares cas comme ça exutoires, mais quand elle est organisée par des réseaux d'hommes puissants, là, il ne se passe rien, mais on continue à les agiter pour, censurer la parole sur internet. Mmh. Tout à fait. Alors on va passer sur un autre sujet, qui est la cyberattaque contre Naval Group. Mmh. Le constructeur français de navires militaires, donc Naval Group, a été ciblé ce 26 juillet par une cyberattaque d'ampleur. Un pirate affirme avoir dérobé près de 1 téraoctet de données, dont le code source des systèmes de combat utilisés sur des sous-marins et frégates. Environ 30 gigas de fichiers ont été publiés pour appuyer ces revendications. Naval Group parle pour l'instant d'un incident de réputation et affirme qu'aucune intrusion dans ces systèmes n'a été détectée. Le groupe a néanmoins ouvert une enquête technique en lien avec les autorités françaises. Le pirate menace de publier l'intégralité des fichiers si l'entreprise ne le contacte pas.
Les documents publiés incluraient des informations sensibles datant entre 2019 et 2024. L'affaire inquiète la communauté de défense alors que les systèmes de combat exposés pourraient compromettre la sécurité nationale et celle de partenaires internationaux. Bah oui, c'est gravissime, hein. C'est marrant, c'est arrivé juste après qu'on en ait parlé avec Alain Juillet en disant voilà, le Naval Group, c'était la dernière perle que Macron n'avait pas flinguée. Bah, sous son mandat, voilà, ce genre de coïncidence. Le Naval Group, c'est vraiment c'est un fleuron, hein. Ce sont donc les sous-marins lanceurs d'engins, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, mais des frégates aussi. C'est un savoir-faire absolument remarquable. On est sur le haut du panier de la compétitivité de construction navale militaire. Et voilà, là, c'est un incident réputationnel gravissime, qui va nuire à leur commande parce que autant ils peuvent tromper le public. Donc là, oui, ils ont déployé toutes les stratégies de damage control, c'est-à-dire: «Oui, oui, on a une enquête, laissez l'enquête faire son travail, on verra bien ce que ça donne. Non, les hackers n'ont rien fait». Du fact-checking tant qu'on veut qui dira: «Non», 3 petits points, encore une fois. Et puis même si les hackers demain balancent des trucs, ils diront: «Non, mais c'était pas vrai, non, mais c'est réglé, c'est faux», et cetera. Enfin, quand on contrôle les médias, on peut dire ce qu'on veut de toute façon. Donc, quand les médias sont sous contrôle, la pire enfin, encore une fois, le cas Epstein, c'est majeur. Je veux dire, on a le plus gros réseau pédocriminel au monde qui fait du chantage de députés, de sénateurs américains qui sort. Bah, voilà, c'est étouffé, personne n'est condamné. Il y a que Ghislaine Maxwell qui est en tôle et on sait même plus pourquoi d'ailleurs. Donc le Naval Group joue sur du velours, si les médias le protègent, bon. Alors si les médias le protègent pas, ça serait un autre truc. Je veux vérifier d'ailleurs s'il est coté en bourse parce que, je crois pas, mais, ça serait un point important parce que dans ce cas-là, ça permettrait toujours de faire un raid. Donc non, de ce que je vois, le Naval Group n'est pas coté en bourse. Donc, bon, je vais quand même le vérifier une deuxième fois. Parce qu'on a vu, voilà, donc non, non, le Naval Group n'est pas listé. Donc s'il y avait eu un raid, par exemple, pour l'acquérir, alors ça peut toujours être le cas, on peut toujours faire un raid sur une société, même quand elle n'est pas, cotée en bourse, on peut la détruire médiatiquement pour pouvoir l'acheter à vil prix ensuite. Ça change rien ça. Mais dernièrement, on a vu les cas de, par exemple, American Eagle, la marque de jeans, dont l'action en bourse a explosé quand elle a fait cette publicité complètement anti-woke avec, Sydney Sweeney. Où Mmh. là, c'était vraiment une pub, des plus pures années 90, avec une bagnole de collection, une bombasse blonde et c'est tout. Pas comment dire? Personne obèse avec un diabète de type 2 écrit sur son front en train de twerker. Voilà, bon, et ça a fait exploser le cours en bourse, évidemment à la hausse de American Eagle. Donc, ce genre de choses peuvent servir pour des raids. D'ailleurs, ça avait été le cas, contre Taser. On avait, le USA Today qui avait publié un faux article sur le voltage de Taser et il s'était rétracté quelques semaines plus tard, mais le mal était fait. Donc on verra si, c'est uniquement ces hackers qui font ça ou s'il y a quelque chose de coordonné pour ensuite exfiltrer le Naval Group. Parce que comme c'est un des derniers fleurons, c'est clair beaucoup de gens se demandaient pourquoi Macron l'avait pas vendu. Tout simplement. Enfin, il a liquidé les turbines Arabelle, il a liquidé la TECOR, Gemalto, tout ce qu'on veut. Donc, vu que la France aujourd'hui est une carcasse à dévorer par les vautours, beaucoup de gens, dont votre serviteur et Alain Juillet, se demandaient: «Mais le Naval Group a eu de la chance». Bon, bah, est-ce que c'est le début d'un raid contre le Naval Group? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement dangereux, et ça va forcément réduire les commandes de Naval Group parce que même s'ils sont compétitifs, et très compétitifs pour, donc, les chantiers navals militaires, la garantie que leur système d'armement n'est pas compromise est aujourd'hui inexistante. Quoi qu'ils diront, et autant, un individu lambda qui regarde LCI ou BFM pourra continuer à croire que Naval Group n'est pas compromis, mais bon, un gouvernement, ça va être autre chose. Or, Naval Group faisait des scores magnifiques, dans l'ASEAN, parce que l'ASEAN est une zone où les espaces maritimes sont extrêmement contestés, où, chaque espace maritime est recouvert par 4 ou 5 pays à la fois. Donc ça implique de passer des commandes pour des patrouilleurs maritimes, et cetera. Et notamment en Indonésie, le Naval Group, faisait d'excellents chiffres. Et ben, est-ce que ça va continuer? C'est sûr que ce hack qui est réel, hein, malgré le damage control, ne va pas faciliter les choses au Naval Group. Mmh.
Effectivement, en tout cas, c'est une grosse affaire et c'est à suivre, encore une fois. Alors, en parlant de Macron, et pour parler justement de géopolitique, je souhaitais que tu commentes peut-être le fait que la France a reconnu officiellement l'État palestinien. Donc, c'est une annonce qui a été faite par l'Élysée le 24 juillet, comme quoi la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre. Cette décision, inédite par un membre du G7, intervient alors que la situation humanitaire à Gaza atteint évidemment un seuil extrêmement critique. Depuis le début de l'offensive israélienne, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués et l'ONU alerte désormais sur une famine généralisée aggravée par le blocus israélien. L'accès à la nourriture, aux médicaments et aux carburants reste fortement restreint, malgré la mise en place de largages aériens humanitaires jugés insuffisants par les ONG. Israël a évidemment fermement condamné cette décision, la qualifiant de récompense au terrorisme. De son côté, Paris appelle à un cessez-le-feu immédiat. Toutefois, il faut quand même préciser que depuis ces derniers temps, la couverture médiatique a quand même davantage parlé de la famine qui se jouait à Gaza. On a eu notamment cette annonce de l'AFP qui s'est indignée que les journalistes avec lesquels elle travaillait au sein de Gaza étaient en train de mourir de faim et qu'ils refusaient absolument ça. Et des documents ont fuité, que ça avait été officiellement considéré. D'ailleurs, donc c'est plus 97 de MAC, je vais les afficher aussi. Et Haaretz a reconnu que des officiers israéliens avaient complètement évoqué la famine comme possibilité de nettoyage ethnique à Gaza. Donc c'est aujourd'hui un sujet dont on ne peut absolument pas nier ni l'existence ni la volonté. Concernant la France, pour la reconnaissance d'un État palestinien, alors d'abord, c'est complètement de la rhétorique bibiste de dire que c'est une récompense au terrorisme, puisque la solution à deux États, c'est pas le Hamas qui la veut, c'est le Fatah, donc qui est l'ennemi juré du Hamas et dont d'ailleurs Netanyahou a fait monter le Hamas pour abattre le Fatah. Le Hamas ne veut pas la solution à deux États, le Hamas veut une solution à un État. C'est pour ça que le Hamas est l'épouvantail idéal, évidemment pour Netanyahou, puisque Netanyahou pratique l'antisionisme d'élevage. Il élève les antisionistes les plus durs et les plus terrifiants pour faire en sorte de fédérer tout Israël autour de lui, et peut-être même toute la communauté juive mondiale, ce dont il est loin d'y être parvenu. Mais en tout cas, en disant, regardez, il y a les méchants antisionistes qui arrivent, et si vous votez pas pour moi, Benjamin Netanyahou, et spécifiquement mon interprétation du Grand Israël, vous allez être exterminés. Donc c'est moi ou l'extermination. C'est bien mieux que Marine Le Pen quand on y pense. Nous, on est des petits joueurs en France, Macron, Marine Le Pen, donc c'est l'extrême centre ou les méchants fachos. Netanyahou, le Likoud sont allés beaucoup plus loin. C'est nous, le Likoud, ou l'extermination. Parce que tant qu'on n'aura pas fait ce qu'on veut, les Palestiniens voudront vous exterminer. Et Bibi est arrivé en 40 ans à faire pénétrer dans une grosse partie de l'inconscient israélien que les Palestiniens sont en quelque sorte des cafards qui veulent les tuer, qui veulent les exterminer. Et on est vraiment dans une rhétorique qui est très comparable à la rhétorique antisémite en Europe, dans l'entre-deux-guerres, à savoir, il faut tuer les Juifs parce qu'ils veulent nous exterminer. C'est ce que disait Hitler. Hitler disait les Juifs veulent nous exterminer, nous, la race allemande. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à mort, leur simple existence. Donc, on comprend que cette notion de simple existence, elle amène à justifier le fait de tuer des enfants. Parce que c'est ça l'idée. C'est ils vont grandir et ils vont nous tuer. C'est exactement comme dans Le Parrain, finalement, la vendetta, là, où le parrain de Palerme explique à la mère de Vito Corleone qu'il ne peut pas laisser son fils grandir parce qu'il voudra se venger quand il grandira. Et ça, Netanyahou a réussi à créer un inconscient chez une grande partie, pas forcément majoritaire, mais en tout cas pathologiquement importante, de Juifs et d'Israéliens, a réussi à créer cette idée que Palestine égale extermination. Le mot même de Palestine serait un proxy dans cet inconscient likoudnique. Le mot même de Palestine serait un proxy pour l'extermination des Juifs. Et un Palestinien, c'est quelqu'un qui veut exterminer les Juifs en puissance. Et à partir du moment où on a créé ça, où on a créé cette association, qui a été renforcée par le 7 octobre, de toute évidence, lequel avait été lui-même été renforcé par des
des fausses déclarations, hein, malgré les événements réels qui s'y sont déroulés. On sait maintenant avec le recul, et c'est Haaretz qui l'a confirmé, d'abord que l'histoire des 40 bébés était complètement fausse, ce qui signifie qu'il y a bien des gens qui ont délibérément inventé une idée selon laquelle le Hamas avait décapité 40 bébés pour terrifier encore plus les citoyens israéliens et les juifs dans le monde. Et puis, bien sûr, on a fait la même chose avec, en reniant la directive Hannibal, mais des fonctionnaires israéliens ont bien fuité que la directive Hannibal avait été employée le 7 octobre, donc que l'armée israélienne avait l'ordre de tirer sur les civils plutôt qu'ils ne soient pris en otage. Ce qui est évidemment extrêmement grave et je ne crois pas que ça a été voté à la Knesset, mais bref. Donc une fois qu'on a ça, on retrouve par exemple le fait divers là, des passagers du vol Vueling qui ont dû être débarqués parce qu'ils chantaient mort aux Arabes. Évidemment, certaines presses ont dit non, c'était un chant en hébreu. Alors, on vient toujours à la désinformation, au blanchiment de fausses informations. Comme quand la presse et CNN en particulier disaient que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux. Alors, Oui, je me permets de t'interrompre parce que sur juste, ça, il n'y a aucune information qui dit que ce groupe d'Israéliens, enfin, en tout cas, pardon, ce groupe de Français juifs a crié mort aux Arabes. Je ne sais pas d'où. J'ai vu une note de la communauté qui l'affirmait. D'accord, ok. Autant pour moi, mais parce que moi j'ai vu les articles sur ce sujet, il n'y avait aucune information là-dessus. Alors, elle vérifie on the fly. C'est à vérifier, quoi. Je préfère faire des précautions parce que tu sais, on ne sait jamais. Tu vois. Dans tous les cas, c'est clair. Alors, en effet, l'autre. Alors voilà, c'est le Télégraphe qui l'avait repris, mais en effet, l'information n'a pas été confirmée par la suite. Donc, tu fais bien de le dire. En effet, donc pour l'instant, j'enlève ça. On n'a pas la preuve. La seule chose invoquée, ça a été qu'il menaçait les règles de sécurité et qu'il n'obéissait pas à l'équipage. C'est ça qui a été dit. Et donc, tu as deux versions en effet, entre la Guardia Civile a été contredite. Bon, c'est une bonne chose. Alors cependant, et là, c'est bien, c'est une bonne nouvelle du coup. Mais malheureusement, les dossiers qui avaient été déposés par Ngaku, maître Kitembeka Ngaku Kaitobi à la Cour internationale de justice avaient bien montré des vidéos où ça chantait mort aux Arabes. Mais bon, c'était après le 7 octobre, donc je dis pas que ça l'excuse, mais en tout cas, ça crée bien une situation où certaines personnes acceptent inconsciemment que c'est eux ou nous. Et Netanyahou, cette rhétorique du eux ou nous, il a clairement voulu l'installer et il y est parvenu chez une frange assez importante de la population israélienne. Donc la carte que je montre concernant maintenant la reconnaissance de la France, c'est un domino qui fait suite à ce qu'a évoqué l'Espagne. Donc on voit bien sur cette carte que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont déclaré qu'elles reconnaîtraient l'État palestinien. L'Irlande, c'est vraiment une question de colonialisme, hein, parce que l'Irlande, évidemment, a été colonisée par la couronne britannique et colonisée à un niveau réel. Hein, c'est-à-dire que les gens qui parlent gaélique, les gens qui parlent irlandais, il n'y en a quasiment plus en Irlande. Hein. On ne parlait pas anglais en Irlande, c'est tout bête, hein, mais voilà, on parlait irlandais et aujourd'hui, quasiment plus rien en Irlande, plus personne en Irlande ne parle réellement irlandais. Donc, pour l'Irlande, c'est un enjeu majeur, la reconnaissance de l'État palestinien. Pour l'Espagne, les gouvernements ayant glissé à gauche, ça l'est, et de toute façon, l'opinion publique est clairement favorable. Et puis, pour la Norvège, alors on a le cas de Dag Hammarskjöld, qui a été assassiné par les services israéliens. Donc, ça a toujours été un enjeu. Donc, la France évoque ça, mais voilà, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. J'attends de voir. J'attends de voir parce que là, on est plus dans de la rhétorique électorale. Voilà, ce qui va être vraiment fait ou pas. Bon, alors évidemment, Trump a contredit Macron parce que les États-Unis ont une position très fermement contre l'existence de l'État palestinien depuis George Bush, avec notamment la rhétorique des protestants américains qui ont une interprétation de la Bible très particulière, qui a été donc, bien sûr, comme on le sait, popularisée par la fameuse Scofield Bible, qui est une Bible de référence qui a été propagée au début du XXe siècle et dont l'interprétation se trouve être, de façon purement hasardeuse, bien entendu, totalement alignée maintenant sur celle du Likoud. Donc ça fait que là où le Vatican, les catholiques et les orthodoxes d'ailleurs,
ont une position sur la reconnaissance de l'État palestinien qui est très ferme, hein, qui est directe. Le Vatican et l'Église orthodoxe de Russie et l'Église orthodoxe unitarienne reconnaît clairement l'État palestinien. La plupart des mouvances protestantes américaines considèrent que ce serait criminel de le reconnaître. Et puis, on peut se poser la question de si c'est pas en fait une manœuvre politique, parce que pour rappel, il y a eu cette information sortie par Le Figaro que maintenant Emmanuel Macron était à 7% de confiance parmi les Français. 7%. Je pense que ça n'a jamais existé. Donc, on peut penser que des manifestations qui sont annoncées contre les mesures, évidemment, dont on n'a pas parlé dans cet octogone, évidemment, mais des mesures de budgétaires qui ont été annoncées par Bayrou. Donc, on pense que tout ça, c'est un petit peu pour, je pense, calmer certaines visions de gauche, quoi. Ça coûte rien, quoi. Alors là, j'avais oublié d'afficher un petit peu quand même les unes de Plus 972 Mag et Haaretz, que je vais afficher aussi. Donc vraiment, Plus 972 Mag, on est sur la crème de la crème du journalisme citoyen israélien, qui vous rapporte la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, qui travaille avec des Palestiniens, voilà, et qui appelle ça Israël-Palestine. Et pourtant, c'est pas des babacools, les mecs qui font ça, hein. C'est d'anciens réservistes. Il y en a qui ont fait partie de l'unité 8200. C'est des mecs au plus haut niveau de la défense israélienne et qui assument complètement leur position. Et dans Haaretz, on a vu cette tribune de Gideon Lévy. Donc, je vais l'afficher là maintenant. Voilà. Tribune de Gideon Lévy. Renier la campagne d'affamement de Gaza n'est pas moins vile, et vile, ça veut même dire dégueulasse, quoi, immonde, n'est pas moins immonde que de renier l'Holocauste. Donc voilà, hein, les grands justes parmi les nations. Et il faut Joachim Phoenix aussi qui a dit, je crois, quelque chose comme ça. Il a fait une déclaration. Ah oui. Et puis Charles Dance, tout un tas d'acteurs, Angelina Jolie. Là, donc, à Haaretz, on voit que Nir Hasson, pareil, ancien réserviste de l'armée israélienne, hein, qui dit Israël a affamé 43 personnes à mort ce vendredi. La guerre à Gaza est dans sa phase fatale. Bon, voilà, ça c'est l'honneur de la presse israélienne à Haaretz, hein, qui est le plus vieux journal en existence en Israël. Et là, donc, un autre que je partage pour répondre à ce que tu disais, cette analyse de Sefi Endler, Paris ne va pas fonder un État palestinien, mais la reconnaissance par Macron est un geste, est une décision de référence. Bon. Voilà ce que déclare Haaretz. Il faut reconnaître que Haaretz fait vraiment honneur à Israël sur ce coup-là. Et il continue à être une excellente source d'information sur ce qui se passe avec Plus 972 Mag et Mekomit. Je vais afficher Mekomit aussi, parce que donc on salue notre confrère Meron Rapoport. Donc c'est mekomit.il. C'est en hébreu, mais ça se traduit très facilement de nos jours, hein. Et je crois même qu'en bas, ils ont un... Ouais, non, il n'y a pas un truc comme ça, mais Plus 972 traduit la plupart de leurs articles. Et voilà, on voit Mekomit qui fait en hébreu un article sur l'affamement à Gaza. Donc voilà, il y a quand même des gens absolument remarquables en Israël qui font le taf et on doit les saluer. Et là, on voit notamment Meron Rapoport, voilà, c'est là, ça, Meron, on voit ici, Meron Rapoport. Et on le salue. En effet. Alors, pour terminer la partie publique de cet octogone, je voulais ton commentaire sur le fait que Macron et sa femme ont porté plainte contre Candace Owen, comme tu le sais. Donc, ils ont déposé une plainte en diffamation devant un tribunal du Delaware contre la commentatrice Candace Owen. Ils l'accusent d'avoir relayé à grande échelle une théorie du complot, affirmant que Brigitte Macron serait un homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. La plainte, qui fait 218 pages, dénonce une campagne diffamatoire délibérée ayant causé un grave préjudice à leur réputation.
Candace Owen a réagi en qualifiant la plainte de stratégie de relations publiques désespérée, a-t-elle dit, accusant Paris de porter atteinte au premier amendement américain. Et elle se dit prête à se défendre publiquement à travers ses médias et devant n'importe quelle cour de justice. Cette procédure marque une première historique. C'est la première fois qu'un président en exercice poursuit une influenceuse américaine pour des allégations personnelles. Alors, est-ce que tu voulais commenter un petit peu du coup cette plainte? Beaucoup disent que c'est complètement débile au regard de l'effet Streisand et que, en effet, ils n'ont rien compris aux conséquences. Candace Owen a déjà levé au minimum 10 millions et à l'heure où on parle, c'est sans doute plus, pour faire face à ses frais de justice. C'est devenu, bien sûr, une héroïne, une martyre d'entrée de jeu. Le terme complotiste n'est pas reconnu légalement aux États-Unis, donc on peut pas accuser quelqu'un encore, c'est bien ça tout le sujet et surtout dans cette période. Mais la diffamation, oui, bien sûr. Alors, il y a cette déclaration selon laquelle Candace Owen peut forcer un test ADN, c'est faux. Elle ne le peut pas. Donc là aussi, ça va être compliqué. C'est à elle de prouver que Brigitte Macron est un homme, ou alors c'est à elle de prouver que tout ce qu'elle a relayé du livre de Xavier Poussard est authentique. Bon, a priori, elle pourrait, des éléments qu'elle a, et c'est clair que on a plusieurs, conséquences à ça, parce que bon, l'État américain veut quand même difficilement donner raison à pour eux, un gouverneur de province. Faut être assez clair. Macron, il est considéré par les Américains comme en quelque sorte, un gouverneur. Voilà. Après tout, la Californie a un PIB comparable à la France, donc c'est le rapport de force est celui-là. D'ailleurs, Brzezinski le disait déjà de façon assez claire, la France n'est qu'une puissance régionale, il faut qu'elle l'accepte. Donc bon, on va pas donner raison à une puissance régionale contre une grande ressortissante américaine qui a d'ailleurs soutenu Trump dans les élections. Maintenant, je vais afficher quand même, ça m'a été transmis, donc c'est le Irish Independent, ça m'a été transmis par Xavier Poussard en personne, qui me disait: écoute, cet article, il est pas mal fait. Voilà, donc cet article de l'Irish Independent donne des éléments sur cette plainte. Et c'est un niveau de journalisme qu'on ne trouvera pas en France. Voilà, bon. Donc, je vous invite à lire cet article-là. Mais d'une façon générale, ça va durer plus longtemps que prévu. Et voilà, et même Owens, en effet, a dit que c'était un désastre de relations publiques pour les Macron. Elle a raison, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, je pense que c'était sous pression de Brigitte qui a dit, voilà, d'ailleurs, ça cite la BAF, on voit, que la BAF serait, et c'était en effet les rumeurs qui circulaient, et que la BAF était une conséquence du fait que Macron n'ait pas pu faire arrêter ces rumeurs. Parce que oui, c'est là que l'hubris parisienne prête le flanc, quoi. C'est-à-dire que le germano-pratin de base, il croit vraiment être le centre du monde. C'est le syndrome Glucksmann. Et donc, il se dit que si on peut censurer ou éborgner les gilets jaunes ou censurer l'opposition en France et l'agresser verbalement, faire du terrorisme intellectuel, on peut le faire dans le monde entier. Non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez éborgner les gilets jaunes en France, mais Candace Owen, ça sera plus compliqué. Et ça, c'était quelque chose dont ils ne s'étaient pas rendu compte. Donc voilà, dans leur affaire contre Owens, les Macron se voient comme les porte-bannières des valeurs européennes. Whatever that means, les valeurs européennes. Il faudra qu'on m'explique de quoi il s'agit. Et bon, alors, dans les rumeurs, mais là, ça vaut vraiment ce que ça vaut, parce que ça vient de Lia Sagan. Donc, on sait qu'il y a quand même un truc, c'est un truc sur 3 qu'elle écrit qui est vérifiable. Mais déclare que LVMH, enfin que Bernard Arnault aurait négocié un gros investissement aux États-Unis contre le lâchage d'Owens. J'ai aucune preuve de ça, vraiment aucune preuve de ça, et je ne vois pas Bernard Arnault faire ça. Sauf si Macron fait pression sur lui. Enfin, le seul problème, c'est que au niveau où il en est, Macron, dans son mandat, il n'a pas de moyen de pression particulier sur Arnault. Donc, il peut certes emmerder un peu Arnault, mais bon, d'une façon générale, on va revoir un peu justement le cours de LVMH. Le mal est déjà fait. Je veux dire, voilà, je vais l'afficher. Donc, c'est moins 23% en un an.
dans le cours de l'action LVMH. Je vais zoomer un petit peu et l'afficher là. Donc, moins 23% en un an, crois-moi que c'est pas du tout ce qu'aime faire un chef d'entreprise comme Bernard Arnault, et encore c'est Y to date, hein. Donc, mais si je prends sur 5 ans, bon, 33% sur 5 ans, mais voilà, le groupe LVMH, il est plutôt là pour faire normalement voilà, les pics à pics 130%, quoi. Voilà. Donc, au lieu de faire 130%, il a fait 33. Bon. Surtout sur une boîte. Alors que c'est pas du tout pareil d'ailleurs au passage pour Hermès, hein. Si on prend Hermès, qui est un peu le Bitcoin du luxe, là on va voir un chart qui est quand même beaucoup plus gentil à l'année, hein, plus 17%, pas moins 23, et sur 5 ans, il n'y a pas photo. Là, on est sur de la croissance organique, pas une croissance basée sur je suis pote avec Macron et j'aurai des financements de l'UE et la planche à billets américaine m'aidera à racheter Tiffany. Non, là, on est sur une croissance avec des fondamentaux extrêmement solides. On le voit sur les minima, hein. Quand on tire les minima, on voit que ça, c'est une société exceptionnellement bien gérée, où on file pas des filiales à ses héritiers qui sont complètement incompétents et qui vont tout foutre en l'air. Bon. Donc, je crois pas que Bernard Arnault ait des moyens de pression particuliers. Que Macron ait des moyens de pression sur Arnault. Et je pense vraiment que ça va être très dangereux pour les Macron. Et en fait, que je pense surtout que ce procès se terminera après la présidence Macron. Auquel cas, ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses pour le couple Macron. Avec des contre-procès, avec des contre-plaintes, avec des coûts qui pourraient vite devenir exponentiels, et il n'y aura plus papa et maman l'État pour les payer. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la partie abonnée, hein, de cet octogone, où on reviendra sur des sujets également de géopolitique et d'économie. Ouais, Puis comme aussi d'habitude, on de va nouvelles parler technologies. crypto. Est-ce que ça y est pour le Bitcoin, tout ça, tout ça. C'est toujours dans la partie pour les abonnés. Merci aussi à tous les gens qui ont suivi la masterclass live sur l'IA. On va en faire plus souvent. Et puis donc pour la période de renouvellement des abonnements de Scanderia, qui va tomber fin août, début septembre, je vous ferai un petit point sur ma vision de Scanderia. Comme je vous l'ai dit, je voudrais qu'elle puisse devenir diplômante dans les 3 prochaines années, et c'est possible, notamment à Malte. Et également, on pourrait même en faire une sorte d'agence de voyage diplômante, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer à faire des masterclass dans des sites prestigieux en Méditerranée. C'était l'esprit derrière le pôle performance avec Pierre Dufraisse. Donc, stay tuned, parce que là, on va, grâce à votre soutien et grâce à vos abonnements, on est en train de faire de grandes choses, et je vous remercie infiniment.